L'immobilier est-il le véhicule gagnant face au vieillissement de la population? Tel est le sujet de notre deuxième table ronde. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce thème David Fink, directeur général d'Eurial, Daniel Weil. Vous êtes, alors le titre est long, directeur recherche, stratégie et développement durable chez Primonial REM, et Pierre Sabatier, qu'on ne présente plus. Pierre Sabatier, économiste et fondateur du cabinet PrimeView. Alors, messieurs, il n'a échappé à personne que le vieillissement de la population constitue l'un des grands défis auxquels doivent faire face nos sociétés, et nous allons essayer de voir avec vous si l'immobilier se révèle le placement adéquat pour profiter de cette tendance qui paraît inexorable. Alors avant d'en venir à l'investissement, il faut nous attarder tout de même sur ce que représente en chiffres le vieillissement de la population, et on peut dire qu'on va véritablement au-devant d'un séisme, Daniel. Alors, séisme, je ne sais pas si le fait que les gens vivent plus longtemps est un séisme, ou au contraire une nouvelle positive, mais en tout cas quelque chose de transformationnel à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la cohorte baby-boomer, post-45, qui va arriver à des âges où les sujets de santé se posent. On sait qu'à partir de 75 ans, il y a une montée en puissance des maladies notamment neurodégénératives, etc., qui nécessitent de changer d'espace pour une partie des gens. En gros, entre 2030 et 2050, on va passer de 2 millions à 5 millions de personnes de plus de 85 ans. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'espérance de vie augmente, et l'espérance de vie en bonne santé augmente moins vite. Ce qui fait qu'il y a cet espace, finalement, qui est le moment de la vie où les sujets de santé, les sujets d'hébergement qui sont afférents se posent. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça arrive. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des villes, des pays où il y a 4 générations qui vont coexister. Et ça, sans soulever le lièvre de la réforme des retraites ou autre, je dis simplement que c'est une donnée qui n'est pas seulement financière, mais qui est vraiment organisationnel et qui a des conséquences sur l'immobilier. Vous pouvez nous redonner le chiffre, parce qu'il est tout de même saisissant, le nombre de plus de 85 ans qui va augmenter là? 2 millions à 5 millions d'ici 2050. Et les plus de 75 ans, c'est plus 69%. Exactement. Entre 2020 et 2030, on va passer de 6,5 millions à 11 millions. Il y a une courbe qui s'accélère entre 2020 et 2030, et donc le vieillissement, c'est maintenant. Pour une raison juste simple, c'est que d'une certaine manière, vous prenez 1946 et vous faites plus 75 ans, vous tombez sur 2021, et plus 85 ans, 2031. Donc on est vraiment en fait au devant de ces cohortes, et l'avantage, c'est que c'est une science dans laquelle on a un peu de visibilité. Absolument. Et si vous avez commencé par les plus de 85 ans, je suppose, Daniel, c'est parce que on a ce problème de la dépendance et de la détérioration de la santé qui va se poser de façon dramatique et, on peut dire, exponentielle. Exponentielle, et pour laquelle il y a des vrais sujets de contrainte sur l'offre. C'est-à-dire que je ne veux pas sacrifier au tout EHPAD, même si l'EHPAD est indispensable. Il y a le sujet des EHPAD, il y a le sujet de l'adaptation des logements à ces personnes-là. Une personne de 85 ans qui se casse le col du fémur, elle n'a peut-être pas besoin d'aller en EHPAD. Peut-être il y a simplement des résidents, du résidentiel un peu médicalisé qui peut servir. Il y a le sujet évidemment du soin à domicile. Il n'y a pas une solution, il y a 1000 solutions, mais il faut être à la hauteur de ces enjeux. Alors là, vous êtes en train d'aborder le thème de l'immobilier de santé, mais l'intitulé de cette plénière, c'est « L'immobilier est-il le véhicule gagnant face au vieillissement de la population ?» Alors c'est un thème générique, l'immobilier c'est générique, mais justement, est-ce que tous les segments de l'immobilier vont être gagnants face à ce vieillissement? Non, bien sûr que non. Déjà, lorsqu'on parle d'immobilier, on parle de réalités très disparates. Immobilier résidentiel, immobilier de logistique, immobilier de bureau, immobilier de commerce, immobilier de santé. Non, évidemment, par rapport au vieillissement, la seule chose qu'on peut dire, c'est que l'immobilier de commerce, de bureau ou autre, n'a strictement rien à voir. Il est conjoncturel, il est organisationnel, ça. Donc, il est lié, en fait, à des facteurs conjoncturels dont on ne parle pas aujourd'hui. L'immobilier résidentiel, c'est un élément intéressant parce que là aussi, il va être très différent en termes d'évolution selon l'endroit où on se trouve, selon la typologie de logement, en fait, qu'on a à disposition, selon aussi, et en plus, c'est très contemporain, la problématique de développement durable, le fait que en fait, ces logements seront adaptés à la transition climatique qu'on veut aborder. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de sujets. Je le mettrai juste un bémol, en tout cas un éclairage sur ce point. Sur le résidentiel, il ne faut quand même pas oublier qu'au contraire, le vieillissement, ce n'est pas forcément très favorable au résidentiel de manière générique pour une raison toute simple. Vous savez qu'on achète de l'immobilier résidentiel de manière classique. On est acheteur net de résidentiel jusqu'à à peu près 60 ans. Tout ça évolue un peu, mais on va jusqu'à 60 ans. Et après, on est vendeur net d'immobilier.
résidentielle classique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on a la seule cohorte de population qui augmente dans nos sociétés, c'est les plus de 60 ans, les plus de 65 ans. Un chiffre, aujourd'hui, on est 13 millions de plus de 65 ans, on devrait être 16 a priori en 2030. Et donc, alors que les 20-65 ans, eux, sont 36 millions aujourd'hui, ils seront 36 millions demain. Donc, on a en fait une inversion en fait, du rapport de force entre les vendeurs nets d'immobilier classique versus les acheteurs nets. Donc, tout ça pose les jalons quand même d'un marché peut-être un peu moins bien orienté lorsqu'on parle d'immobilier résidentiel dans son ensemble. Donc, quand on parle de vieillissement, en réalité, la vraie question, en fait, en termes d'immobilier, c'est est-ce que c'est un immobilier d'avenir qui répond à la question du vieillissement? Donc, évidemment, on parle d'immobilier de santé. Alors justement, quand on parle d'immobilier de santé, généralement, enfin dans l'esprit du tout venant, disons-le, l'immobilier de santé se résume aux EHPAD. Est-ce que c'est pas là une exagération? C'est un petit peu réducteur. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est une vérité, c'est que le vieillissement de la population va engendrer des besoins qui sont différents. La population qui vieillit, elle veut rester chez elle dans un premier temps, et puis quand elle peut pas rester chez elle, elle va partir dans des établissements qui vont être plus ou moins spécialisés. Je pense en l'occurrence la résidence service senior, qui est une alternative à l'habitation et qui va permettre à des personnes qui ne sont pas dépendantes de pouvoir aller dans un endroit dans lequel elle va y retrouver des services et surtout qu'elle va pouvoir trouver une réponse à de l'isolement qu'elle pourrait avoir chez elle. Et puis après, vous avez l'EHPAD. L'EHPAD répond vraiment à une problématique de fin de vie. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont peut-être saisissants, mais l'âge moyen dans les EHPAD, c'est plus de 85 ans. La durée de vie dans un EHPAD, c'est moins de 18 mois. Donc vous avez bien compris que l'EHPAD n'est qu'une partie de l'hébergement de personnes âgées. Ça, c'est que le volet hébergement. Il y a un volet qui est extrêmement important, c'est le volet du soin, le volet sanitaire. C'est tout ce qui va être les cliniques, différents types de cliniques, les cliniques que vous connaissez, la médecine, la chirurgie, voire l'obstétrique. Vous avez des cliniques de soins de suite qui sont le moyen séjour, c'est-à-dire après vous êtes fait opérer dans une clinique, vous allez faire de la réadaptation dans une clinique de ce qu'on appelle SSR. Et puis, éventuellement, les cliniques psychiatriques pour tout ce qui peut être les addictions, les problèmes psychologiques. Et à côté de ça, vous allez avoir des maisons médicales, des centres pluridisciplinaires de santé. Donc c'est ça en réalité la santé. Et puis ça peut aller un petit peu plus loin, ça peut aller sur des sites qui sont par exemple des laboratoires de recherche, des choses de cette nature-là. On parle du life science. Donc la santé c'est quelque chose de très large, assez complexe. C'est plutôt un métier de spécialiste. Et puis c'est pas que franco-français, c'est aussi européen. Alors on va y venir ça. Mais alors pour résumer donc, on a les résidences services seniors, oui. C'est ça. Donc là on n'est pas dépendant. Non, on n'est pas dépendant. On est dans une résidence classique qui va être la plupart du temps dans des centres-villes, à proximité de commerce, à proximité de métro, de bus. Et la personne âgée va pouvoir vivre comme si elle vivait à son domicile, mais avec plus de sécurité. Bon, l'EHPAD, c'est pour la fin de vie, on a compris. Et au milieu de tout ça, il y a l'émergence de ce qu'on peut appeler l'habitat inclusif, la colocation ou le co-living, l'habitat partagé, qui vont être des structures beaucoup plus petites et qui vont permettre d'apporter peut-être un petit peu plus de soins que ce que pourrait apporter la résidence service senior. Ce sera peut-être demain cette espèce d'enclave entre la résidence service, c'est-à-dire le domicile, si je puis dire, et l'EHPAD. Oui, la résidence-service, c'est comme un domicile. C'est comme un domicile. Il n'y a pas de soin. Le seul soin que vous avez, c'est ce qu'on appelle le soin de ville. C'est-à-dire vous allez faire venir un kiné, vous allez faire venir un médecin généraliste à votre domicile. Et c'est à peu près tout. Et à côté de ça, on a les cliniques et les maisons médicales, pour compléter le tableau. Bon, on a une offre de services, mais est-ce qu'elle est suffisante aujourd'hui pour répondre à cette explosion de la demande qu'on a devant nous ? C'est là qu'il faut effectivement parler de l'offre et d'abord dire, parce que c'est important immobilièrement, que c'est un marché d'opérateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on appelle les opérateurs, qui sont ceux qui orchestrent les soins dans ces différents établissements, dans tout ce dispositif, c'est ce que vous appelez cette offre de santé en France et en Europe. Donc c'est un marché d'opérateurs, dont il faut quand même savoir qu'en Europe, les 3 premiers opérateurs privés sont français. Donc les Français sont, la part bizarrement des lits privés est assez faible en France, il y a une prépondérance du public, mais ces acteurs privés sont très puissants et ils sont d'envergure européenne et même mondiale. Donc en fait, ce qui est crucial d'un point de vue immobilier, vous disiez l'offre, justement, est-ce que l'offre est suffisante pour répondre à la demande ? La réponse est quand même globalement non. Il y a quand même un manque, on parle quand même d'un marché où la demande, surtout future, va être très supérieure à l'offre, où les agréments pour construire de nouveaux établissements sont délivrés par ce qu'on appelle les ARS, Agences régionales de santé, qui ont aussi pour mandat de faire des économies, donc c'est pas aussi fluide que ce qu'on pourrait penser si on était que dans une logique de besoin. Donc oui, il y a une sorte de rareté organisée et réglementée qui se met en place, qui a des effets positifs du point de vue purement financier d'investisseurs, et qui est un problème sociétal. Et donc tout le sujet
c'est effectivement de permettre aux opérateurs de développer cette offre, y compris par le mécanisme que décrivait David, où l'opérateur va vendre ses murs pour dégager du cash, pour racheter d'autres opérateurs, pour créer d'autres établissements. Et donc voilà, nous, on pose cette petite pierre où on flèche l'épargne vers le financement de ce système-là qui ne peut pas être fait que par le public, ça c'est clair. Tout de même, pour qu'on ait des ordres de grandeur, aujourd'hui, on a combien de lits dans les EHPAD et combien nous en faudra-t-il? Alors je pense qu'en termes de lits, il doit y avoir à peu près 700 000 lits en France. Oui. Il semblerait que ce soit suffisant d'après les ARS, mais en réalité, le besoin va être très très fort sur les prochaines années. Ah oui. Donc, il ne sera pas suffisant. Vous avez bien compris que l'âge auquel on rentre dans les établissements est de plus en plus éloigné. Ouais. Et cette cohorte de gens très âgés va arriver dans les prochaines années. Donc, il va falloir créer de nouveaux établissements. C'est là où on peut intervenir, parce que ce que disait Daniel à juste titre, c'est que les opérateurs vont avoir besoin de créer de nouvelles structures. Et ces structures, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Ça mobilise des fonds propres vraiment très important. Et ces fonds propres, soit ils font de l'endettement, soit ils font appel à des foncières telles que les nôtres. Et ça va permettre, en tout cas, d'accélérer leur développement. Parce que je vais vous donner un seul chiffre. Si vous avez murs et fonds, l'immobilier peut représenter au moins 50% de la transaction. Donc ça veut dire que si vous voulez vous développer, vous allez être un peu contraint à un moment donné par votre financement. Et en plus, dans un milieu bancaire aujourd'hui un peu complexe, il faut reconnaître que les conditions financières qui étaient celles d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Absolument. Et donc, nous, opérateurs immobiliers, nous avons vraiment un rôle à jouer pour répondre aux besoins qui sont les besoins des 30 ou 40 et 50 prochaines années. Alors, là, vous émettez une idée qui va à l'encontre un peu des idées reçues, parce que quand on est béotien, on se dit finalement la valeur pour l'exploitant, c'est aussi l'immobilier. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour développer son activité, pour valoriser son activité, il doit se dégager de l'immobilier. C'est ce qu'on appelle les stratégies asset light, avec peu d'actifs par rapport aux stratégies asset heavy, donc avec on gère ses actifs. C'est vrai que c'est une source de valeur, mais c'est aussi une source de coût, l'immobilier pour eux, et notamment, c'est pas leur métier. C'est-à-dire qu'il y a une raison financière, mais il y a aussi le fait de dégager du cash pour se reconcentrer sur les métiers du soin. Parce que c'est un métier d'opérer des immeubles, comme chacun sait, et c'est pas le métier des soignants, évidemment. Donc c'est plutôt un partage d'âge qui est vertueux. Après, évidemment, dans le cheminement, sur un plan purement comptable financier, on sait qu'il y a un très gros, très connu opérateur qui est propriétaire de ses murs. Je sais pas si ça lui a porté chance jusqu'ici. A priori, non. Et la norme est quand même plutôt des stratégies asset light, justement pour financer le développement des nouveaux établissements qui est nécessaire. Et pour compléter, juste, c'est déjà une norme aujourd'hui, mais ça sera encore plus. Je réinsiste, c'est-à-dire que attention, la capacité d'offre aujourd'hui, elle est adaptée à ce que nous sommes aujourd'hui, elle est très insuffisante pour l'avenir. Ça veut dire que le besoin d'investissement dans un monde où finalement la liquidité se raréfie, il ne faut pas l'oublier, va être extrêmement importante. Donc cette compétition sur les moyens nécessaires pour pouvoir répondre à ce besoin et donc à augmenter la capacité d'offre dans le domaine en fait du vieillissement et de la fin de vie, elle est cruciale. Et donc là, pour le coup, on a presque, j'ai envie de dire, un partenariat privé-privé qui répond à une thématique d'intérêt général. Ouais, c'est assez novateur. Ça, en France, on a du mal avec ce genre de choses, mais c'est un partenariat privé-privé pour répondre à une problématique d'intérêt général. Pour rebondir sur ce que tu dis, partenariat, pour moi, on n'a pas des locataires. Dans nos métiers, on a plutôt des partenaires. C'est-à-dire qu'on va les accompagner sur une période extrêmement longue et ils sont tout à fait enclins à signer des baux de très longue durée. En France, on signe avec nos opérateurs des baux de durée ferme de 12 ans avec des reconductions fermes de 9 ans. Alors c'est important que vous souligniez ça, David, parce que justement ma question c'est que vous êtes sur des valorisations monovalentes, c'est-à-dire qu'il y a la valorisation de l'actif, elle dépend de l'exploitation, de l'exploitant. Donc si l'exploitant part, le bien se déprécie. Est-ce que justement vous arrivez à sécuriser votre relation avec l'exploitant relativement facilement? Alors je vais vous dire, l'immeuble, il a une vraie valeur d'utilité. Et donc notre locataire n'a aucune difficulté en France à signer des baux de 12 ans ferme. Mais on pourrait en signer avec des baux de plus longue durée. D'ailleurs, à l'étranger, on signe des baux jusqu'à 30 ans. Donc le problème de la durée du bail ne veut pas dire qu'à la fin des 12 ans, notre locataire va s'en aller. Notre locataire peut rester 30, 40 ans. La seule chose qu'il faut quand même qu'on ait en tête, c'est que cet immobilier, il va falloir le faire vivre en fonction des besoins spécifiques de en tout cas des activités de nos exploitants. Et le faire vivre, ça veut dire éventuellement faire des agrandissements, des extensions, adapter cet immobilier à son besoin sur une période extrêmement longue. Et nous, foncières, nous sommes capables de le faire. Et c'est cette relation de partenariat qui est très très forte sur la partie immobilière, où notre exploitant considère que nous sommes plutôt des spécialistes de cet immobilier pour répondre à ces problématiques dans le temps. Donc, on n'a pas de raison particulière à imaginer que notre locataire peut partir.
Voilà. En tout cas, on fera toujours en sorte qu'ils ne partent pas. Et peut-être pour s'adresser aussi aux conseillers qui nous écoutent, il est important d'être gros en patrimoine, ce qui est le cas pour nous, parce que effectivement, l'asset management en immobilier de santé, c'est gérer des cas particuliers qui sont effectivement extrêmement rares, de défauts de l'opérateur, etc., qui sont rarissimes. Mais donc, il faut vraiment avoir une approche de portefeuille. C'est pour ça que je crois plus aux investissements via des fonds qu'aux investissements qui peuvent exister dans certains dispositifs sur des actifs individuels ou des chambres individuelles. Il faut mutualiser les risques, il faut beaucoup de lignes. Effectivement, le grand avantage, ce sont des baux longs indexés, donc une pérennité du revenu qui va avec. Et puis, l'avantage de la taille, c'est effectivement d'équilibrer la relation pour qu'elle devienne partenariale. Parce que si on pesait 20 millions d'euros, on aurait plus de mal à avoir une relation partenariale avec des acteurs aussi massifs que ce qu'on est aujourd'hui. Et ça permet, je dirais, d'équilibrer le partage des travaux nécessaires, parce qu'on parle d'actifs sur lesquels il va falloir travailler. En général, c'est bien. Il y a peu d'actifs neufs. Il faut les faire évoluer. Il faut les faire évoluer sur des notions, évidemment environnementales, comme pour tout le marché, mais aussi tout simplement, moi, il y a la question, par exemple, des chambres doubles. En EHPAD, il y a 24% de chambres doubles. Et effectivement, le sens de l'histoire, c'est qu'elles deviennent des chambres simples pour des raisons d'intimité, de confort, etc. Pour les cliniques, moi, je suis très sensible au fait qu'il y ait de plus en plus d'endroits pour les soignants eux-mêmes, parce qu'on a bien vu pendant la pandémie que le bien-être des soignants, parce que le principal problème de ce secteur, c'est le recrutement, c'est le manque de main-d'œuvre et c'est le bien-être de la main-d'œuvre, ça, c'est aussi des sujets immobiliers. Donc là, on peut aider aussi. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'offre, parce que, à vous écouter, vous avez tout de même un boulevard devant vous. Il y a une explosion de la demande. Néanmoins, on voit que la priorité est accordée au maintien à domicile. Est-ce que les dispositifs qui risquent d'être adoptés dans les années qui viennent ne vont pas un peu contrecarrer vos plans de développement? Non, je pense pas, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, en tout cas, à mon sens, c'est que ça a toujours été le cas. On a toujours voulu rester chez soi et mourir chez soi. Malheureusement, la contrainte que l'on a, c'est le vieillissement de la population. C'est une très très bonne nouvelle. Daniel le disait tout à l'heure, c'est très bien de vieillir très très longtemps, mais malheureusement, on va vieillir très longtemps, et pas obligatoirement en très bonne santé. Et donc, notre fin de vie, malheureusement, ce sera une fin de vie dans laquelle on va consommer beaucoup de soins de santé. Je vais vous donner un chiffre. On va consommer 8 fois plus de soins de santé à 80 ans qu'on va les consommer à 30 ans. Et l'hébergement, c'est la même chose. Quand on ne pourra plus rester à son domicile, on ira dans un établissement spécialisé, une institution qui va devoir évoluer, je pense, dans les prochaines années pour être un petit peu plus ouverte au monde. On a vu que le Covid avait un peu mis en exergue cet enfermement qu'il peut y avoir dans les EHPAD. Je pense que ça va s'ouvrir un petit peu, ça va s'ouvrir peut-être au monde associatif, ça va peut-être s'ouvrir avec des écoles, etc., pour faire venir dans ces établissements d'autres personnes que des personnes âgées. Voilà. Plus de mixité d'âge, juste un élément, c'est quand même très français d'opposer. C'est-à-dire qu'en fait, on parle du vieillissement et donc il faudrait opposer le maintien au domicile des structures d'accueil. La réalité, c'est que je ne crois pas que les gens se rendent compte de l'importance du flux à venir. C'est-à-dire que c'est nos propres besoins qu'on doit adresser. On ne parle pas en fait des besoins des autres. Alors je sais qu'on n'a pas encore cet âge-là, et ça viendra et tout le monde y viendra. Mais la réalité, c'est qu'en fait, l'explosion du besoin d'aide dans ce monde-là fera qu'on aura besoin de progresser sur le maintien à domicile, mais aussi on aura besoin de plus de structures d'accueil pour répondre aux gens qui en ont besoin. Donc encore une fois, en France, essayons de ne pas opposer en fait les pour ou les contre. C'est que l'enjeu est tel, c'est d'ailleurs comme pour le climat, qu'il n'y aura pas une bonne solution, il y aura une myriade de solutions qu'il ne faudra pas opposer pour des questions d'arbitrage budgétaire, parce qu'on aura besoin de tout le monde. Évidemment, quand même, sous-tend derrière cette tendance au vieillissement la question de la solidarité. Donc encore une fois, en opposant les choses, on affaiblit la solidarité à l'intérieur même de notre société pour régler cette problématique, pour répondre à ce besoin incroyable adossé à la question du vieillissement. Et pour ceux qui voudraient approfondir, parce que ne nous croyez pas sur parole, là c'est le directeur de la recherche qui parle, il y a une étude qui est sortie il y a 15 jours, je crois, de think tank qui s'appelle Matière Grise, qui s'appelle Quand les baby-boomers ont 85 ans, et qui donne exactement les chiffres dont on parle, c'est-à-dire une projection sur les personnes pas dépendantes, modérément dépendantes, très dépendantes. Pas dépendantes, il y a à peu près 1% qui irait en EHPAD. Modérément dépendantes, 15%. Très dépendante, 50%. Donc là encore, il n'y a pas de vase communicant, si vous voulez, entre soins à domicile et EHPAD. Et je dirais même, aujourd'hui, la première maltraitance, c'est de ne pas construire d'EHPAD. Donc il faut vraiment prendre en main ce sujet-là, sur lequel il y a aussi une part de tabou. Oui, bien sûr, et puis parce que et financier. En refusant en fait cette question-là aussi, on charge
la question des aidants, donc, qui est souvent sous-estimée. Et pour compléter peut-être ce que disait Daniel, c'est que bien sûr qu'on voudrait rester à domicile, mais on n'aura pas tous les moyens de rester à domicile. Bien sûr. Parce que si on devait avoir la même qualité de service, de soins, en tout cas d'aide ou d'accompagnement à domicile, ça coûterait peut-être 15 000 € par mois. Donc vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas les moyens, donc vous allez dans un établissement spécialisé qui va mutualiser en réalité cette partie soins. Alors, il y a une question qu'on ne peut pas éluder, et je la pose à tous les deux, c'est celle du risque réputationnel, notamment quand on parle des EHPAD. Plus il y aura des opérateurs de grande taille et des opérateurs qui ont des politiques RSE et qui ont des politiques internes, plus on va contractualiser avec ces opérateurs-là. Et là encore, le sujet de la maltraitance, évidemment, il est traité par les opérateurs, et notamment ceux qui ont les moyens d'avoir des politiques ambitieuses là-dessus. Mais la première maltraitance, c'est le manque d'EHPAD. Ça, c'est la première maltraitance invisible. Et donc, il faut surtout pas dévaloriser le modèle, en fait, à mon avis. Il faut augmenter les standards sans dévaloriser le modèle. À mon avis, c'est ça l'enjeu. Augmenter les standards, c'est la réponse, David ? Oui, mais je pense que, on va dire que le livre qui a mis en exergue en réalité la maltraitance dans les EHPAD, c'est un métier très complexe. Je veux dire, c'est un métier dans lequel vous avez des personnes âgées qui peuvent être très dépendantes. Il faut du personnel de soins qui ait la qualification, la formation et qui soit suffisamment nombreux. Ouais. Malheureusement, la période du Covid a été une période très rude pour les soignants. Et aujourd'hui, il faut retrouver de la vocation pour des personnels qui pourraient venir dans ces établissements. La maltraitance, elle arrive très souvent parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel, malheureusement, qui peut répondre à toutes les problématiques de ces résidents, qui sont de plus en plus âgés, donc de plus en plus dépendants. Alors, il y a une question maintenant plus de marché que j'aimerais vous poser, parce que l'immobilier de santé, c'est une niche dans le marché immobilier total. Est-ce que, avec les besoins que vous avez soulignés, on ne risque pas d'avoir finalement une confluence des capitaux vers ce marché et donc une bulle ? Alors, d'abord, c'est un marché étroit. C'est en moyenne, ces 5-6 dernières années, c'est 7 milliards d'euros par an en Europe qui sont investis en immobilier de santé. Pour l'immobilier d'investissement au total, c'est 250 milliards. Donc on parle vraiment d'une niche. C'est un problème à partir du moment où il y a trop de capitaux pour pas assez d'offres. Mais là encore, j'en reviens au fait que il est important pour les conseillers qui nous écoutent de travailler avec des fonds et des fonds d'assez grande taille qui peuvent sourcer tout ce marché. Parce que non, le danger serait d'avoir des véhicules qui vont collecter sur une idée marketing et puis qui finalement n'auront pas les équipes derrière ou le sourcing derrière pour investir. Donc voilà, moi je crois plutôt à une consolidation à la fois de l'offre et de la demande, et c'est ça qui peut permettre de ne pas avoir l'effet que vous dites. Si on doit résumer tous les avantages que présente l'immobilier de santé pour les investisseurs, que diriez-vous, David ? Alors, je dirais déjà qu'on a permis, en tout cas, de démocratiser le secteur de la santé à un très grand nombre d'investisseurs, parce qu'il y a peu de personnes qui sont capables d'acheter des cliniques, des grandes maisons médicales ou des EHPAD. Bon, ça s'est fait, on a un petit peu discuté tout à l'heure, avec du lourd en meublé, mais aujourd'hui, nous, on a permis cette diversification, on permet la mutualisation du risque, ce qui me paraît extrêmement important dans des classes d'actifs aussi complexe que l'immobilier de santé. On a permis aussi à nos investisseurs d'aller sur des marchés européens et pas uniquement français, avec tous les avantages que cela peut procurer d'un point de vue fiscal. Et puis, je dirais que c'est un marché qui est très défensif, le marché de la santé. Il répond à des problématiques et des besoins de très long terme. On a vu qu'on avait des baux de très très long terme. On a vu aussi que on est capable de répondre positivement à des crises qui ont pu être des crises sanitaires en 2020 ou des crises économiques. Et donc, je pense que aujourd'hui, l'immobilier de santé est une classe d'actifs qui ne peut pas ne pas être présente dans le patrimoine de tous les investisseurs français. Donc, nos CGP, bien évidemment, sont là aussi pour mettre en avant cette classe d'actifs très spéciale, mais qui a de très grands avantages. Tout à fait, je souscris à tout ce que dit David, et ce que j'ajoute, c'est que dans le monde qui vient, il faudra de plus en plus raisonner allocation entre classes d'actifs immobilières. C'est-à-dire que le monde où finalement on achète du bureau prime et c'est bon, j'ai l'immobilier solide et pas besoin de m'en occuper, ça c'est fini. Aujourd'hui, il y a une vraie distinction à faire entre actifs cycliques, bureau, commerce, et actifs acycliques, voire contracycliques. D'un point de vue d'allocation, dans le caractère défensif, finalement, on a des locataires qui sont peu dépendants de la conjoncture, on a des baux qui sont longs, et donc on a, je dirais, un fonds de portefeuille qui me paraît nécessaire et qui surtout est orienté distribution. Il faut quand même parler rendement. On est aujourd'hui sur une classe d'actifs qui est peut-être la seule classe d'actifs immobilière qui, aujourd'hui, est à effet de levier positif. Et donc on a déjà des rendements qui sont des rendements attractifs.
Et ça, je dirais, tout le monde en a besoin pour son portefeuille. Donc, voilà, moi, je valoriserais la santé dans le cadre d'une allocation, même immobilière. Je dirais un mot tout de même pour compléter. La première plénière parlait de croissance. Et finalement, on parlait de raréfaction de la croissance. Cette raréfaction de croissance rend en fait les secteurs d'activité qui ont de la visibilité ou qui peuvent offrir de la visibilité rares sur le marché. Et il est vrai que dans ce domaine-là, on peut estimer qu'en fonds de portefeuille, c'est une très bonne idée parce que c'est un des rares domaines dans lequel on a de la visibilité. Tout à l'heure, tu parlais de bureaux, de commerce, etc. Là, en l'occurrence, on est sur des choses qui sont beaucoup plus cycliques et donc avec beaucoup moins de visibilité qu'on peut offrir à aujourd'hui des investisseurs qui en ont besoin. Messieurs, merci beaucoup pour vos éclairages. Tous ceux qui nous regardent sont invités évidemment à se rendre aux ateliers avec nos amis de Rial et de Primonial REM et je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour conclure cette première édition.